Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 24 juillet 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Alors que le monde entier, sauf peut-être en Ukraine, à Gaza et au Soudan et bien d'autres, a les yeux rivés sur Paris 2024, les Alpes françaises ont été ce mercredi matin officiellement désignées par le Comité international olympique pour accueillir les JO d'hiver en 2030. La candidature française, portée au départ par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, était seule en lice. Le prochain Premier ministre devra néanmoins fournir au CIO une lettre de garantie financière avant le 1er octobre. Le financement sera inscrit dans la loi de finances, donc soumis au vote des députés avant mars 2025. Des jeux pour lesquels la gauche dans les régions concernées a émis des réserves, tant sur l'impact environnemental que sur l'absence de concertation. Les écologistes d'Auvergne-Rhône-Alpes dénoncent une impréparation totale et estiment qu'au vu de la recomposition de l'Assemblée nationale, le gouvernement ne peut pas garantir le vote d'une loi d'exception. L'association Mountain Wilderness estime de son côté que les JO 2030 constituent un frein aux dynamiques de transition des territoires. Et même si l'Isère ne devrait pas accueillir de compétition en 2030, c'est devant la vasque olympique de Grenoble de 1968, dans le parc Paul Mistral, que les opposants à ces Jeux, auto-baptisés les No-JO, avaient choisi de se réunir ce mercredi après-midi. Pour eux, ces JO, c'est trop vite, trop chaud, trop cher. Cette candidature, personne n'en veut. On va payer des sommes colossales pour finalement assurer un événement qui n'est que très peu universel, mais surtout dans un contexte démocratique qui est complètement dégradé, où finalement peu de monde veut de ces JO. Et surtout parce qu'aujourd'hui, il y a une opacité totale sur le montage du dossier qui a été mené en fait par 3 personnes. Laurent Wauquiez, Muselier, l'appartient, et puis maintenant Emmanuel Macron qui essaie de forcer la candidature française auprès du membre du CE dans le cadre notamment des Jeux Olympiques de Paris 2024. En fait, ce modèle économique en montagne, il est arrivé, il est à bout de souffle, et si des investissements doivent être faits, c'est plutôt sur la vraie économie de montagne, celle des villages, des espaces agricoles, artisanats, commerciaux, qui sont en train de souffrir du dérèglement climatique. Le budget, ce qui ne va pas, c'est qu'on nous a martelé, les Jeux financent les Jeux, il n'y aura pas d'investissement public, et on se rend compte en fait à la lecture du rapport de la commission de futurs hôtes rendu par le CIO qu'il y aura 23% en fait de financement public, ce qui est énorme. C'est sans précédent. C'est de très loin une proportion d'engagement de financement public qui n'a jamais lieu. À titre d'exemple, par exemple, la candidature de la Suède, c'est 0%, donc c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Ce financement public, il sera partagé entre les régions et l'État, et il n'a jamais été question en fait, au niveau des régions de cet engagement financier. Il va falloir faire des choix, et malheureusement, si on veut garder l'essentiel, il va falloir faire le deuil de beaucoup de choses. Il va falloir tout faire en 4 ans, donc il va falloir encore rajouter des infrastructures, des routes et des infrastructures numériques. Par exemple, le tremplin de Courchevel, vous me parlez des infrastructures existantes. Le tremplin de Courchevel, il reste la structure de béton, tout le reste est à refaire. Ça date de 1992. Pour se déplacer, alors ils nous disent on va mettre des trains. Mais en 4 ans, on n'arrivera pas à mettre des trains. Et nous, en plus, ça fait 20 ans qu'on demande des trains, 30 ans qu'on demande des trains. On n'est pas obligé de passer par la case Jeux Olympiques pour essayer d'aller dans une autre direction. Le CIO a aussi désigné ce mercredi le site hôte des JO d'hiver en 2034. Ce sera Salt Lake City aux États-Unis comme en 2002. Heureusement, il y a les poètes. Alors que les premières épreuves des Jeux Olympiques viennent de débuter, un Isérois a lui décidé de ne pas courir après le temps et de prendre son temps. L'artiste voironnais Tommy Mazokin trimballe son tricot sans fin un peu partout, y compris jusqu'à Paris, où il a été, lui, sélectionné aux Jeux Olympiques de la lenteur. Jérémy Pinard. Hello, salut Jérémy, bienvenue. Rentre, c'est notre atelier. Dans son atelier, Tony s'amuse, il aime l'art décalé et surprenant et revisite les objets du quotidien pour leur offrir une certaine réflexion. Depuis 2016, Tony s'est trouvé une compagnie fort agréable, sa valise. Une valise qu'il n'hésite pas à emmener avec lui à chaque voyage, un trésor nommé le tricot sans fin et qu'il aime plus que tout partager. Le tricot sans fin, c'est une écharpe. Elle a 50 cm de largeur et qu'on tricote par les deux bouts. Donc je me mets quelque part, j'ouvre la valise, il y a la laine, les aiguilles et tout, et on tricote par les deux bouts et s'allonge, s'allonge, s'allonge.
C'est en 2016 que le tricot sans fin se créait au parc Paul Mistral. Alors qu'il tricotait son écharpe tranquillement, une dame le rejoint pour avancer l'écharpe sur l'autre extrémité. Depuis ce jour, ce bout de tissu a connu grand nombre de tricoteurs sans jamais s'arrêter de grandir. Il y a énormément de jeunes, il y a énormément de garçons aussi, des filles de tout âge qui tricotent et disent « Ah, mais ça, j'ai tricoté ça fait très longtemps et tout et tout ». Et puis tu vois, c'est comme un peu comme la bicyclette, tu l'as fait une fois, après ça reprend vite. De gauche à droite, donc dessous, un tour, tu fais un nœud, hein, voilà la maille, et tu les passes de l'autre côté. C'est très simple, c'est répétitif. Une écharpe en direction de Paris pour les Jeux Olympiques de la lenteur. C'est ainsi que Tony appelle son Olympiade à lui. En marge des manifestations sportives, il se positionnera avec son panneau revisité et sa valise pour offrir à qui le voudra le temps de ralentir un peu. Voilà ça, tricotons le monde dont nous rêvons, avec Tardius Quietus Verius, plus lent, plus tranquille, plus vrai. La lenteur, voilà, la tranquillité, tu peux respirer, tu peux parler avec les gens. On vit dans un monde où tout doit aller vite, tout cadencé, tout figé et tout. Donc tu prends ton temps, voilà, tu ralentis. Le but, ce n'est pas la longueur, bien sûr, qu'elle devient longue, hein, la valise devient de plus en plus petite. Donc c'est déjà la deuxième, celle-ci, en 7 ans, donc c'est pas énorme. Atteignant aujourd'hui 25 mètres de long pour 3 kilos, cette performance artistique de longue haleine est accompagnée de son manifeste rédigé par Tony lui-même. Un texte témoin qui vous convaincra peut-être de tricoter. Tony sera accompagné à Paris de Stéphanie Miguet, sa compagne, également artiste. L'improvisation sera leur maître mot, mais vous pourrez suivre leur parcours sur le compte Instagram de Tony. Après le jaune, des nouvelles des 3 couleurs bleues. Si vous ne faites pas partie des 90 000 visiteurs qui se sont précipités ces 3 derniers mois au musée de Grenoble pour admirer l'exposition Un brasier de cygnes consacrée à Johan Miró, rassurez-vous, alors que la plupart des œuvres du peintre catalan ont dû quitter la capitale des Alpes, les 3 bleus resteront à Grenoble jusqu'en 2025, date prévue pour le retour au bercail au centre Pompidou. Elles ont trouvé leur place au sein du parcours dédié à l'art moderne. Le record de visite du musée de Grenoble reste donc pour l'expo Picasso au cœur des ténèbres avec 100 000 visiteurs en 2019. Le bleu des lacs, rivières et autres plans d'eau qui rafraîchit en plein été. Mais prudence à proximité des ouvrages EDF qui tournent à plein régime. 19 hydroguides sillonnent le département de l'Isère pour alerter randonneurs, baigneurs ou pêcheurs de l'activité en amont des barrages et usines hydroélectriques. Exemple à quelques kilomètres de Pont-en-Royan. Mirko Pesci. Elle descend de Lens-en-Vercors et Villard-de-Lans pour se jeter dans l'Isère. La Bourne est l'une des principales rivières du Vercors et elle est utilisée par EDF pour générer de l'électricité. Elle traverse ces formidables gorges que vous voyez ici. Donc ce barrage de Chorange retient l'eau pour alimenter l'usine de Pont-en-Royan qui se situe un peu plus bas dans la vallée. À cette période, le barrage de Chorange a 2 vocations. Il a une vocation de production d'énergie électrique et il sert également à l'irrigation de la plaine de la Drôme, là, entre Romans, Valence, Montélimar. En été, lors des pics de chaleur, la demande d'électricité augmente et les habitants et touristes sont plus nombreux à investir les rivières. Alors, en aval du barrage de Chorange, 2 hydroguides informent les passants sur les risques liés à la variation du débit de l'eau. Bonjour. Bonjour. On peut vous embêter 2 petites minutes? Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Là, on fait la prévention auprès des touristes, des locaux. On leur rappelle qu'il y a des risques sur la rivière. On leur prévient qu'il y a une possible montée des eaux qui arrive et qu'est-ce qu'il faut faire pour justement éviter de se mettre en danger. Donc nous, ce qu'on vous conseille pour essayer de parer un petit peu à tout ça, c'est quand vous arrivez au bord de l'eau, que vous savez qu'il y a des installations hydroélectriques, vous prenez un petit point de repère et vous le surveillez assez régulièrement. Si vous voyez que le niveau d'eau il augmente, vous remontez, vous mettez en sécurité sur les berges. Durant les mois de juillet et d'août, 16 hydroguides sont actifs sur les différentes rivières iséroises. Dans le Vercors, EDF produit de l'électricité sur 3 cours d'eau, le Furon, l'Yonne et la Bourne. Mais les variations du niveau de l'eau ne sont pas uniquement dues aux activités d'EDF. Il existe un risque naturel propre au Vercors. Le Vercors a cette particularité d'avoir un réseau souterrain très important. Et donc entre le moment où l'eau tombe
sur le plateau. Et le moment où elle est restituée dans la rivière, il peut se passer plusieurs jours en fait. Et c'est d'ailleurs un des risques importants, c'est-à-dire que les personnes sont au bord de l'eau, voient finalement un temps clément, mais en fait l'eau est en train d'arriver par le réseau souterrain. La production d'électricité annuelle d'EDF dans le Vercors avoisine une puissance de 80 MW, soit la consommation à l'année. Les hydroguides ont été mis en place après la mort de 6 enfants d'une école de Grenoble emportés par un lâcher d'eau à Saint-Georges-de-Comiers. C'était dans décembre 1995. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec ces images comme toujours impressionnantes de wingsuit alors que le centre de parachutisme de Grenoble et sa zone de saut de l'aéroport Grenoble-Alpes-Isère accueillera à la fin de la semaine les championnats de France de la discipline. Un pratiquant isérois a posté cette vidéo sur les réseaux, tournée il y a 1 an. On le voit sur un tapis volant plané au-dessus de la vallée de la Maurienne. Un exploit qui aura nécessité des mois de tests. Excellente soirée à tous.